Bienvenue sur les antennes de Canal 7. Les récifs coralliens sont magnifiques, mais ils restent largement méconnus. Où les trouve-t-on? Comment se sont-ils constitués? Comment se développent-ils? Comment font-ils pour envahir l'espace? La conquête de l'espace, tel est le titre de notre documentaire d'aujourd'hui. Avant de vous laisser découvrir ce magnifique monde sous-marin, sachez que le principe reste le même. Il vous suffit de trouver la bonne réponse à la question que je m'en vais vous poser à l'instant. De quoi s'agit-il dans ce documentaire? Vous avez le choix entre petit A, les récifs coralliens, petit B, la mer, petit C, la conquête de l'espace. Envoyez-nous la bonne réponse au 8877, ce qui vous permettra de gagner par tirage au sort un écran plasma de 60 pouces Full HD d'une résolution de 1080 puis d'une valeur de 2 753 000 francs CFA avec connectivité Wi-Fi. Je vous retrouve tout à l'heure. Il faut d'abord savoir qu'ils ne se forment pas par hasard. En effet, des facteurs tels que la salinité, la température, l'oxygénation et la luminosité de l'eau ont tous leur importance. On les trouve dans les eaux peu profondes et ensoleillées des régions tropicales. Ils y naissent et se développent au point de devenir des structures géologiques à part entière. Bien qu'ils couvrent moins de 1% des fonds marins, ces écosystèmes rassemblent environ 25% des espèces marines. « 2500 types de coraux y ont été identifiés et près de 5000 espèces de poissons. Ces structures offrent des niches écologiques à de nombreux animaux qui y trouvent nourriture et refuge. Mais quelle est l'origine de ces structures naturelles? Quels sont les premiers coraux à s'installer? Comment la vie s'organise-t-elle? Parmi les 2500 espèces de coraux, environ 1000 espèces fondent les bases du récif. Le récif corallien est la seule structure naturelle bioconstruite, c'est-à-dire bâtie par des milliards de petits organismes vivant en colonie, les polypes. Les polypes sont la partie vivante du corail. Ils produisent, tout au long de leur vie, un squelette calcaire à partir des minéraux présents dans l'eau. C'est l'accumulation de tous ces squelettes qui forment les récifs coralliens. Mais comment les coraux font-ils pour envahir l'espace? Pour comprendre ce phénomène, il faut s'intéresser à leur reproduction. La majorité d'entre eux se reproduit pendant un laps de temps très court, seulement quelques jours par an. Tel un nuage, des spermatozoïdes et des ovules sont lâchés simultanément en pleine eau et se rejoignent. Une fois fécondés, les œufs se transforment en larves qui dérivent au gré des courants, voyageant ainsi parmi le plancton. Durant ce stade larvaire, les futurs coraux peuvent parcourir des centaines de kilomètres avant de se fixer sur un support, quelquefois très loin de leur site de ponte. Dans le récif,
L'installation des nouveaux coraux est extrêmement difficile à observer, car ils sont noyés dans la masse. Les objets terrestres immergés permettent de mieux visualiser ce phénomène de colonisation. Mais ces points d'ancrage offrent peu de positions différentes par rapport au Soleil et au courant, et on comprend mal la place que chaque corail s'attribue. Par contre, une épave est un terrain beaucoup plus riche car elle offre à la fois un ensoleillement, une profondeur et un positionnement au courant d'une très grande variété. Les épaves se différencient essentiellement par leurs matériaux de construction. Par exemple, les bateaux en bois résistent mal à l'immersion. Le bois se délite ou se creuse et finit par s'effondrer et disparaître, sans offrir de base stable aux coraux. Les bateaux en acier, plus résistants, constituent un support plus durable. Un autre facteur est également à prendre en compte. Le courant, car il apporte avec lui les larves des coraux, mais aussi de nombreux nutriments à la base de la chaîne alimentaire. Une épave échouée dans un lieu où il y a peu de courant sera moins colonisée que dans un lieu beaucoup plus brassé, plus oxygéné. Là où il y a du courant, il y a de la vie. Mais il faut la présence d'un dernier élément, certainement le plus important. La lumière. Comme pour toute vie sur notre planète, le soleil est indispensable aux récifs coralliens. Le principe est simple. Plus l'épave est proche de la surface, plus elle reçoit de lumière, et donc plus elle est habitée. Plus elle est profonde et inaccessible au soleil, plus elle est délaissée. Ainsi, les épaves qui réunissent à la fois le courant et la lumière, à une faible profondeur, sont très rapidement colonisées. Mais comment cette implantation s'organise-t-elle? Comment les emplacements sont-ils choisis? Ceux qui ont le plus besoin de lumière sont les hydraires. On les rencontre sur la partie haute de l'épave. Grâce à leur croissance rapide, ils sont parmi les premiers à s'installer. Regroupés en touffes très serrées, les hydraires se remarquent dès les premiers mètres sous l'eau. Ces fougères de la mer, très souples, se balancent langoureusement au rythme de la houle. Les hydraires partagent ce territoire avec différentes espèces de coraux durs qui croissent aussi très rapidement. Ils s'agglutinent les uns aux autres, les plus forts et les plus rapides essayant d'étouffer les plus fragiles et les plus lents. Dans cette conquête du territoire, ils se livrent une guerre sans merci et de nombreuses cicatrices témoignent de cette lutte. Mais finalement, chacun réussit à trouver sa place à l'endroit qui lui convient le mieux. L'association des formes et des couleurs des différentes espèces de coraux est toujours unique et offre à chaque fois un spectacle surprenant et merveilleux. Un peu plus en profondeur,
Là où le courant est plus marqué, les alcyonnaires forment des colonies dressées. Ils donnent l'impression d'avoir une consistance charnue à cause de leur hydrosquelette. Un hydrosquelette est un squelette mou qui se gonfle d'eau, ce qui lui donne cet aspect translucide. Leur couleur peut aller du blanc au violet et leur association constitue de splendides bouquets. Les zones plus à l'ombre sont colonisées par le corail arbuscule. Il est carnivore et n'a pas spécialement besoin de lumière pour se développer. On comprend alors que moins un endroit reçoit de soleil, plus il sera délaissé par le corail. L'exploration intérieure d'une épave met ce phénomène en évidence. Ici, il n'y a aucun bruit, aucune vibration, que des machines inanimées, qu'une triste cargaison prise dans un carcan de boue et de cendres comme après une éruption volcanique. Ces cales fantomatiques montrent bien que la lumière est essentielle à la vie du corail. Une épave est donc une grande diversité d'emplacements qui détermine une certaine organisation dans la cohabitation. À chaque type de corail, son endroit de prédilection. Si les coraux sont les principaux architectes du récif, ils sont secondés par d'autres organismes vivants. La matière calcaire issue de divers organismes morts, tels que les oursins, les éponges ou les algues, joue un rôle important en comblant les vides entre les constructions coralliennes. Maintenant que l'on sait comment s'établissent les coraux sur le récif, intéressons-nous aux poissons. Il y a les poissons pélagiques, ceux qui vivent au large et qui viennent de manière temporaire sur le récif. Et les sédentaires qui, eux, passent toute leur vie dans une zone bien définie. Voire même sur un simple petit morceau de corail. Ou dans une anémone. On comprend bien que les poissons pélagiques, ceux du large, n'ont qu'à nager pour se rendre sur le récif. Mais comment des poissons sédentaires, aussi appelés poissons coralliens, colonisent-ils de nouveaux lieux ? Certains pondent des œufs directement sur un support, comme les poissons demoiselles. D'autres, comme les girelles, se reproduisent en formant des bancs. Ils nagent côte à côte pour brusquement se rassembler en épis et se séparer tout aussi soudainement, laissant derrière eux un nuage de spermatozoïdes et d'ovules qui se mélangent. Les œufs, une fois fécondés, donnent naissance à des larves minuscules qui, emportées par les courants, nagent au milieu du plancton. Après plusieurs semaines, elles vont commencer à ressembler à de petits poissons, avec une queue qui rend leur nage plus efficace. Les larves sont alors prêtes pour le grand bouleversement de leur cycle de vie. Leur métamorphose en adultes et leur intégration parmi les poissons du récif, sachant que seules quelques centaines d'entre elles survivront. Les rescapés se transforment très vite en juvéniles colorés qui, pour beaucoup, se retrouvent dispersés à des centaines de kilomètres de leur lieu de naissance.
Leur façon de se mouvoir est caractéristique des enfants. Ce vif anneau juvénile, en noir et blanc, qui se positionne face au courant afin de récupérer le plancton, a quelque chose de maladroit et d'attendrissant dans ses déplacements saccadés. On retrouve cette même maladresse chez ce jeune gâterin à pois. Il verra le nombre de ses taches augmenter avec le temps, puis sa couleur foncer pour devenir un adulte qui ne ressemblera en rien à l'enfant qu'il est actuellement. Comme 99% des poissons qui peuplent les coraux ont un stade larvaire, on comprend maintenant comment ils parviennent à coloniser des récifs lointains. Se pose alors la question de l'emplacement qu'ils vont privilégier. Ont-ils des préférences? L'organisation de la communauté corallienne est généralement le résultat d'interactions entre les différentes espèces. Grâce à ses étendues et à sa complexité architecturale, le récif offre une multitude d'abris aux poissons et assure ainsi leur survie en les protégeant de leurs prédateurs. Les poissons occupent la totalité du récif. Mais leur répartition s'établit de manière verticale, en fonction des rapports qu'ils entretiennent avec la profondeur. Il existe 3 grandes catégories. Il y a les espèces benthiques qui vivent en rapport avec le sédiment. On parle de sédiment pour qualifier les matières contenues en suspension dans un liquide et qui se déposent sur le fond. Ces espèces vivent soit dedans, soit au-dessus des sédiments. C'est le cas par exemple des poissons crocodiles, des blennies ou des opistoniates. Ces poissons entretiennent une relation étroite avec le fond en y trouvant refuge et nourriture. D'autres espèces vivent en rapport avec les formations coralliennes. Elles peuvent occuper des cavités, habiter à la surface du récif, ou bien nager autour des formations construites. Les poissons qui occupent les cavités sont généralement des animaux nocturnes qui profitent de l'obscurité pour s'aventurer sur le récif et se livrer à leurs activités de chasse. Ceux qui habitent à la surface du récif élisent toujours un domicile fixe, comme par exemple cette belle table de corail pour ce banc de chromis bleu-vert. Il en est de même pour de nombreuses autres espèces, telles que les anthias. Vivre à cet endroit et de cette manière leur permet de se protéger rapidement et de happer le plancton qui passe. Les poissons qui évoluent en pleine eau peuvent, pour certains, appartenir au récif ou à sa périphérie, et pour d'autres, venir du large. Les pélagiques vivent au large, mais ici ils profitent de l'abondance de nourriture et aussi des services prodigués par certains habitants du récif. Ceux qui vivent à la périphérie du récif sont sédentaires et surveillent toute cette agitation à distance, avec un certain recul. On comprend que la place de chacun n'est jamais le fruit du hasard. Tous sont à la recherche d'une position stratégique, soit pour trouver leur nourriture, soit pour se protéger,
et souvent les deux à la fois. Selon cette logique, on peut en déduire que la plupart des espèces qui vivent en pleine eau ont probablement moins de prédateurs. En fait, le récif corallien est tellement peuplé qu'on pourrait le comparer à une mégapole. Les interactions entre les membres d'une même communauté constituent un rouage essentiel au bon fonctionnement de l'ensemble. C'est un tout où chacun a sa place. Par exemple, les algues calcaires solidifient la structure, tandis que les éponges font office d'usine de purification des eaux. Chacun a un rôle qui contribue à l'équilibre de l'ensemble. Les poissons, quant à eux, constituent ce qu'on pourrait appeler le service de nettoyage. C'est grâce à eux que la mer vit. Ainsi, les poissons charognards débarrassent la mer de tous ses cadavres. Les brouteurs empêchent la colonisation des algues. Les gros mangent les petits et limitent la surpopulation. Tous contribuent à la collectivité. Tout comme on considère la forêt équatoriale comme l'un des principaux pôles de la biodiversité terrestre, on peut dire que le récif corallien est le principal pôle de la biodiversité marine. Cette biodiversité est telle que l'on y rencontre des espèces toutes plus étranges les unes que les autres, comme ces huîtres zigzags, ou celle-ci appelée huître à grosses lèvres. C'est un monde magique de couleurs et de surprises, où la nature est artiste et les animaux des stars. Les récifs jouent un rôle majeur dans l'univers marin. Ce sont des lieux de vie par excellence. L'homme l'a si bien compris qu'aujourd'hui il considère les épaves comme des récifs artificiels. Il en arrive même à couler des bateaux volontairement dans des zones où il n'y a que du sable et des fonds plats. Cette démarche a des conséquences positives évidentes sur la biodiversité et permet d'augmenter la population des espèces sous-marines. Les pêcheurs professionnels sont souvent à l'origine de ces récifs artificiels
qui constitue une des réponses possibles aux problèmes liés à la surpêche et à la dégradation des écosystèmes marins. Comprendre le récif, sa formation, ses habitants, les protéger pour mieux les observer, c'est rendre à la mer son âme et nous enrichir d'un monde qui ne cessera de nous émerveiller. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous dans ce merveilleux monde aquatique. Mais avant de nous séparer, répondez à cette question. De quoi s'agit-il dans ce documentaire? Vous avez le choix. A. Les récifs coralliens. B. La mer. C. La conquête de l'espace. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de cette merveille aquatique. D'ici là, portez-vous bien, car je vous aime. Au revoir.